surtout actuellement là sur les 5 premiers tomes, hein, la première saison. Et eh bien voilà, nous avançons progressivement. Et on s'aperçoit que dans cette enquête qui permet, qui espérons-le, va permettre de nous permettre d'y voir un peu plus clair sur les grands courants de la pensée philosophique et religieuse, notamment sur une question très précise, c'est la seule qui fait l'objet d'enquête d'ailleurs, c'est la question des représentations du monde. Voilà, chaque philosophe, chaque religieux, chaque civilisation a opté pour telle ou telle représentation du monde que cette civilisation relate dans ses livres, qui sont arrivés jusqu'à nous, hein, même depuis l'Antiquité. Alors pas tous, mais nous en avons un certain nombre. Et aujourd'hui, disons pour la première fois, enfin, aujourd'hui depuis une cinquantaine d'années, nous sommes en mesure de vérifier si telle ou telle proposition était vraie ou fausse. Autrement dit, si elle était compatible avec le réel ou non. Par exemple, une civilisation qui nous dit que la Terre est éternelle, eh bien, malheureusement, c'est un pan entier qui s'écroule le jour où nous découvrons que la Terre n'est pas éternelle. Une civilisation qui va fonder beaucoup de choses sur le fait que le soleil est lui aussi est sans commencement ni fin, eh bien, le jour où on apprend comment est réellement le soleil, il y a une confrontation au réel et ça passe ou ça casse, et en l'occurrence, pour beaucoup, ça casse, au moins sur ce plan-là, sur cette représentation du monde. Nous appuyons sur les sciences expérimentales qui sont absolument incompétentes dans le domaine de la théologie ou dans le domaine de la philosophie à l'état pur. Les sciences expérimentales, en revanche, sont les seules compétentes pour dire si telle représentation du monde précise, la Terre plate, la Terre ronde, eh bien, ce sont les sciences expérimentales qui départagent les impostures ou les erreurs, tout simplement, et le réel et même la vérité sur ces plans-là. Alors, nous avons la dernière fois surtout parlé de la grande question dans ce domaine, il y a plusieurs questions autour d'elle d'ailleurs, la grande question du vivant, les organismes vivants. D'abord, il faut les définir, c'est ce qu'on a vu un peu avec Pasteur la dernière fois, qui réfute une fausse croyance qui est celle de la génération spontanée. Et en réfutant cette fausse croyance qui est une des plus persistantes dans l'humanité, puisqu'elle date de l'Antiquité, Platon, Aristote y croyaient, croire que la vie est capable de surgir, de naître de la matière inerte. Autrement dit, que de la vie naît de la non-vie. Eh bien, on y a cru très longtemps. Il y a eu des tentatives pour démontrer que c'était faux. C'est finalement seulement Pasteur, en 1861, enfin, c'est Pasteur qui seulement en 1861 a réussi à nous montrer que c'était une fausse croyance, une erreur. Voilà. Et bien sûr, il y avait cette pensée dans la philosophie d'Empédocle et puis de ses successeurs qui disait la phrase suivante: voilà, la vie est une propriété de la matière, elle est éternelle et elle se manifeste dès que les conditions sont favorables. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui, grâce à des nouvelles découvertes, et notamment grâce à Pasteur, qui en même temps qu'il a réfuté cette fausse croyance philosophique, Pasteur nous a montré que justement, on pouvait aller beaucoup plus loin, qu'on se croyait bien installé avec une bonne réponse, avec cette phrase grecque « la vie est une propriété de la matière, elle se manifeste quand les conditions sont propices ». C'était faux. Autrement dit, on se réconfortait avec cette réponse comme si elle était définitive. Elle n'était pas définitive, donc elle a fait perdre du temps. C'est seulement avec Pasteur que nous avons pu découvrir justement les effets de cette nouvelle réfutation, notamment la pasteurisation et bien d'autres choses que nous devons à Pasteur et à ses successeurs. Alors, vous voyez, les fausses croyances comme celle-là, elles sont d'ordre philosophique ou religieux, parfois pré-scientifique, et ces fausses croyances, dans le pire des cas, sont criminelles quand elles conduisent des gens à faire des sacrifices humains, par exemple, pour que le soleil se lève le lendemain, ce qu'ont fait les Aztèques jusqu'en 1500 et quelques. C'est quand même beaucoup.
ou alors elles ne sont pas criminelles directement, mais elles retardent la vraie réponse à une question. Alors symboliquement, justement, nous avons, pour simplifier, dit que d'un côté, nous avons notre tiroir des opinions et des croyances qui se remplit depuis l'Antiquité avec des tas de croyances, d'interprétations. À gauche, enfin de ce côté-ci, nous avons le tiroir des réponses qui s'est construit au fur et à mesure grâce aux avancées de la recherche. Entre les deux, nous avons le tiroir des hypothèses et des théories dont on ne peut pas se servir directement. Il faut attendre que la théorie soit confirmée, et à ce moment-là, elle va dans le tiroir des réponses, ou alors elle ne trouve jamais de solution, elle reste dans le tiroir des théories un temps fou. Éventuellement, elle peut peut-être même rester dans le tiroir des opinions et des croyances. C'est le cas des opinions et des croyances qui sont du domaine métaphysique. Alors, dans le domaine métaphysique, on n'aura pas la réponse par les sciences. Les sciences ne sont pas compétentes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a deux grands sujets que nous avons déjà vus qui sont bloqués, qui n'auront pas de réponse par notre méthode directement. C'est la question qu'y a-t-il après la mort, hein, où chaque philosophie religion donne son opinion et on ne pourra savoir qu'une fois qu'on y passera nous-mêmes. C'est hors du domaine de compétence des sciences expérimentales. Et la grande question de Dieu lui-même, à savoir, y a-t-il un créateur, plusieurs, beaucoup, ou pas du tout, ce qui est plutôt la mode aujourd'hui. Voilà, ces questions-là resteront dans ce domaine. C'est pour ça que le conflit qui a eu lieu à l'époque de Darwin, qui réactivait d'ailleurs déjà un vieux débat entre Aristote et Démocrite, dont on a parlé la dernière fois, eh bien, le débat des amis de Darwin avec, on va dire, les amis de Pasteur, à propos de l'évolution, eh bien, ce débat, pour savoir s'il y a un Dieu ou pas, ce débat peut rester au niveau philosophique autant qu'on voudra, mais il ne trouvera jamais de réponse. On ne pourra jamais prouver qu'il y avait un Dieu qui s'occupait de cette évolution, ou prouver qu'il n'y en avait pas pour s'occuper de cette évolution, car elle était capable de se faire toute seule. Voilà. Mais ceci dit, nous allons quand même regarder dans le tiroir des réponses si nous avons quelques éléments, notamment par rapport à la vieille question d'Aristote et de Démocrite, leur vieux débat, le débat entre Aristote et les successeurs de Démocrite, puisqu'il est un peu plus ancien, Démocrite, sur la question, les atomes sont-ils capables de s'organiser tout seuls, comme des grands, pour faire un rhododendron, un zèbre, un mammouth, un être humain, ou bien les atomes ont-ils besoin d'instructions pour s'organiser, pour construire l'organisme dont ils s'occupent actuellement à ce moment-là. Vous voyez, le zèbre, l'être humain, le rhododendron, la fleur des champs, le cerisier, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dessus? Eh bien, donc, avant d'aller voir plus loin, il faut se rappeler que ce vieux débat d'Aristote, entre Aristote qui lui pense qu'il y a une intelligence organisatrice et Démocrite qui pense qu'il n'y a pas besoin d'intelligence organisatrice, autrement dit, Aristote, on ne pourra pas savoir s'il y a une intelligence nous-mêmes, mais on pourra peut-être voir si nous avons des éléments sur la question précise. Y a-t-il des instructions pour les atomes ou n'y en a-t-il pas? Vous voyez, c'est ça l'objet précis d'un débat par rapport à des représentations du monde. Hein. On se représente le monde comme étant évidemment rempli d'atomes. Toute la matière est remplie d'atomes pour Aristote et pour Démocrite. Leur débat n'est pas là-dessus, leur débat est sur ces atomes. Est-ce qu'ils ont besoin d'instructions? Est-ce qu'ils reçoivent des instructions précises pour s'organiser en tulipe, hamster, être humain? Ou bien est-ce qu'ils ne reçoivent pas d'instructions, ils s'organisent tout seuls, voilà, par hasard ou d'une autre façon? Et c'est ça le débat, et c'est un débat philosophique entre deux philosophes. Bon. Ce débat est relancé par les amis de Darwin, qui disent, comme Démocrite, il n'y a pas besoin d'intelligence, et même ce que nous avons découvert, c'est-à-dire cette progression, évolution depuis les plus anciens vivants jusqu'à l'être humain, on voit bien que c'est une montée, que c'est une évolution. Est-ce que ce n'est pas là la preuve
ça se fait tout seul, comme un escalier roulant, un escalier mécanique, et qu'il n'y a pas du tout d'intelligence créatrice, d'intelligence organisatrice, surtout pas de Dieu. Nous n'aimons pas vos dieux. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, eh bien, nous allons regarder un peu plus, revenir un peu sur la question du hasard, pour nous mettre bien d'accord sur les définitions. Hein. Si vous cherchez dans le dictionnaire, eh bien, hasard, généralement, c'est cause fictive des événements soumis aux seules lois des probabilités. Voilà. Une cause fictive, puisqu'on appelle ça hasard. Il vaudrait mieux dire peut-être autre chose. Enfin, en tout cas, hasard laisse croire qu'il y a quand même une cause. Vous voyez, c'est pour ça que le dictionnaire dit que c'est une cause fictive. Cause fictive des événements soumis aux seules lois des probabilités. Bon. Alors, on va regarder maintenant un petit montage avec des statues que j'ai eu l'occasion de faire dans le sable pendant les vacances et qui nous montrent justement, on va un peu réfléchir sur les limites du hasard. Voilà. Nous sommes d'accord qu'il y a du hasard dans la vie. S'il n'y avait pas de hasard, tout serait robotisé, calculé, prédéterminé. Nous serions contrôlés de A à Z, programmés. Vous voyez. Heureusement qu'il y a du hasard, ça nous donne une latitude. Mais ce hasard, évidemment, il faut voir jusqu'où il est capable de réaliser quelque chose, de construire quelque chose. Et c'est ça qu'on va regarder. Alors, Si vous vous promenez sur une plage et que vous croisez une statue comme celle-ci, et votre ami vous dit tiens regarde, ça c'est fait, ces millions de grains de sable se sont mis par hasard, a priori vous allez dire non c'est pas possible, on se doute qu'il y a quelqu'un qui est un auteur, quelqu'un d'intelligent qui a fait ça. Et intuitivement on a raison parce que c'est ce qui s'appelle des structures improbables. Bon, le hasard en fait on va s'apercevoir que c'est le contraire de l'intelligence. Alors, je prends un exemple, vous rencontrez un de vos amis à Tahiti devant une pizzeria dans 15 jours, vous allez dire « Oh, quel heureux hasard !» Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intelligence organisatrice. Maintenant, si cet ami, vous le retrouvez à la fac, comme d'habitude, vous n'allez pas dire « Quel heureux hasard !» puisque c'est prévu, c'est organisé, il y a de l'intelligence. Donc on croit que le hasard, c'est quand il n'y a pas d'intelligence organisatrice. Mais en réalité, si ça se trouve, il y a une intelligence qui était cachée, de même que pour réaliser ces statuts. Une intelligence qui était cachée, par exemple, ça peut être votre petit ami qui organise un anniversaire surprise. Donc, il faut surtout que ce soit caché, que l'organisation ne soit pas visible. Donc vous dites « Ah, quel heureux hasard !» mais en réalité, ce n'est pas du hasard, c'est de l'intelligence. Voyez. Donc, on s'aperçoit qu'on appelle hasard quand on ne voit pas d'intelligence, et c'est ça que devraient dire les gens, au lieu de dire « Oh, la vie est apparue par hasard » ou « ceci par hasard, cela par hasard », on devrait dire « Je ne vois pas d'organisation, je ne vois pas d'intelligence ». Mais dire « c'est le hasard », c'est trop facile. C'est un terme qui n'est pas scientifique en réalité. voilà. Donc, ces photos, ces images, ces sculptures sont tirées voilà, de cet album. Le hasard n'écrit pas de message. Voilà, qui est le tome 3 des indispensables. Et où, effectivement, ça donne l'occasion d'une réflexion. Alors, quand je montre ça à des mathématiciens, certains sont quand même en désaccord. Et il essaye de m'expliquer que statistiquement, en réalité, voilà, une statue de sable pourrait très bien avoir été créée sans aucune intelligence par le vent, le sable. Statistiquement, il y a un certain nombre de chances sur des milliards, etc. Alors,
là, ça devient intéressant parce qu'on peut pousser un peu au bout ce raisonnement en disant, bon, ok, est-ce que vous pourriez me calculer, là, avec votre petit téléphone et votre calculette, en combien de temps, ou combien de chances ont une statue d'être faite comme ça par hasard. Alors, généralement, c'est des très très grands nombres. Hein. Une chance, enfin, disons que ça peut arriver une fois sur 200 milliards d'années, par exemple. D'accord, merci. Bon, ben, vous voyez, la planète Terre est trop jeune pour qu'on ait 200 milliards d'années devant nous pour obtenir ça. Bon, alors on veut dire, ah oui, mais 200 milliards, c'est un gros chiffre. En fait, ça pourrait être beaucoup moins. On pourrait arriver à 6 milliards. Bon, 6 milliards, c'est encore trop pour la Terre qui n'en a que 4,5. Bon, admettons qu'on entre dans un schéma possible, avec beaucoup de chance que ça tombe à ce moment-là. Euh, ok, mettons. Mais alors maintenant, recalculez-moi combien de temps il faut pour avoir une deuxième statue un peu plus loin, dans le même style, apparemment le même auteur. Alors, vous voyez, et pour finir, on va s'apercevoir que c'est complètement impensable. Bien sûr, c'est d'un point de vue virtuel, ça pourrait peut-être se faire, mais vous vous rendez compte que là, ces statues sont sur des plages. Or, qui dit plage dit zone à marée haute ou à marée basse. Bon, or là, pour que la statue prenne, je suis allé la faire dans du sable mouillé. Autrement dit, là où la mer monte et descend, là où elle passe. Autrement dit, j'ai combien de temps? J'ai pas plusieurs milliards d'années. J'ai 6 heures. Vous voyez, j'ai 6 heures, et encore en comptant large, parce que vous vous rendez compte, on n'a que 6 heures. Comment voulez-vous que le hasard fasse ça? On a bien raison de savoir intuitivement que pour faire une statue comme ça, il faut de l'intelligence. Si vous allez sur la planète Mars et qu'on trouve un petit tricycle d'enfant, ben, on va pas se dire, ah, c'est le vent et c'est la pluie martienne ou les intempéries qui a fabriqué ça. On voit bien qu'il faut, même pour faire un tricycle, il faut de l'intelligence. Il en faut peut-être moins que pour faire un ordinateur, mais vous voyez. Or, nous avons tendance à croire tout ce qu'on nous raconte sur le vivant. Par exemple, cette croyance, encore une fois ancienne, hein, la vie est une propriété de la matière, elle se manifeste dès que les conditions sont favorables, ou toutes sortes de choses du même ordre. Eh bien, c'était possible d'avaler ces idées-là au temps de Darwin, hein, vers l'année 1850-60, parce que nous n'avions pas idée de ce que c'était que le vivant. Et d'ailleurs, lui-même, Darwin, pensait qu'il y avait une passerelle entre la matière inerte, le caillou, le sable, et la matière qu'il appelait vivante. En réalité, il n'y a pas de matière vivante, il n'y a que de la matière animée. Hein. Le mot matière vivante ne veut rien dire. On pourra en reparler si vous voulez, s'il y a des questions là-dessus. Mais voilà, on s'aperçoit que la vie est beaucoup plus complexe que ce qu'imaginait Darwin ou même Pasteur, surtout depuis maintenant 1953, hein, avec la découverte de l'ADN, hein, où nous savons que ce ne sont pas des matières qui se rencontrent pour faire du vivant dans l'eau, et que ce sont des langages. Le langage, comme on l'a vu la dernière fois, de l'ADN, de l'autre côté le langage des protéines. L'un a un alphabet de 4 lettres, adénine, guanine, cytosine, thymine. L'autre a un vocabulaire de 20 types d'acides aminés. Et tous ces deux alphabets font des mots, et puis qui font des phrases. Et qu'y a-t-il sur les phrases de l'ADN? Eh bien, justement, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on découvre dans notre tiroir des réponses. Depuis 1953, nous avons la photo que vous connaissez bien de cet ADN, la double hélice, et nous découvrons que l'ADN contient des instructions. Alors, des instructions, euh, qu'est-ce que c'est que ces instructions? Elles sont très précises. Ce sont des instructions pour décrire la couleur de mes yeux, par exemple, la couleur de ma peau, la couleur de mes cheveux, la sorte de mes cheveux, si je suis de tel groupe et résus sanguin, si je suis masculin ou féminin, et pour finir, finalement, si j'appartiens à l'espèce humaine ou à une autre espèce. Tout ça
Tout ça est écrit, j'allais dire noir sur blanc, c'est une métaphore, mais tout de même, c'est quelque chose comme ça. C'est comme un livre, c'est comme un plan d'architecte, c'est un message, des instructions, voilà, pour décrire exactement mon apparence physique. Et non seulement mon apparence physique, mais un certain nombre, ça contient un certain nombre d'informations qui sont inhérentes au fait que je suis un être humain, voilà. Parce que il y a dans mon ADN, comme dans le vôtre, dans chacune de mes cellules, de vos cellules, il y a euh, les archives. Étant donné que cet ADN vient de la rencontre de deux messages, celui de mon père et celui de ma mère, qu'il va utiliser la moitié de messages de chacun. Ce n'est pas l'addition des deux messages, mais c'est la création d'un message tout à fait nouveau et unique. On pourra voir le cas des vrais jumeaux tout à l'heure. Eh bien, ce message contient également toutes les archives de mes ancêtres. Et alors, dans les archives de mes ancêtres, on trouve bien sûr les archives qui concernent mes parents, la couleur de leurs yeux, voilà, différentes choses génétiques, et puis aussi leurs parents à eux, donc mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tous mes ancêtres, et ça remonte jusqu'aux animaux. Ça remonte jusqu'aux animaux, puisque on voit bien que dans notre ADN, nous les êtres humains, eh bien, nous ne sommes pas apparus, clac, d'un coup sur cette planète à partir de rien, à partir de zéro. Ça n'est même pas raconté dans la Bible des Hébreux, c'est raconté nulle part. C'est une interprétation, malheureusement. On a cru que c'était mieux de partir de zéro, mais aujourd'hui, nous savons que nous ne partons pas de zéro. La vie n'a cessé de connaître des progressions, évolutions, en ramifications, en arborescence, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, voilà, euh, vous allez voir, si je vous ai, nous savons très bien que le message génétique est dans chacune de mes cellules. Donc, n'importe quel ongle, goutte de sang, cheveux, etc., qui vient de moi, va pouvoir désormais être lu par un scientifique qui fait ce qu'on appelle un séquençage de l'ADN, autrement dit, qui va lire l'ADN qu'on lui propose. Donnons-lui donnons-lui une goutte de sang. Et disons-lui, voilà, cher ami, est-ce que vous voulez bien chercher dans les cellules de cette goutte de sang quel est l'être vivant qui la possédait. Alors, lui va isoler des cellules, il va commencer à déplier cet ADN et le lire, et il va commencer par nous dire, je trouve dans cet être vivant, cet organisme, du vertébré. Voilà, je trouve les caractéristiques des vertébrés. Donc, pour le moment, au bout de quelques temps de recherche, je sais que c'est un vertébré. Alors, il a raison, effectivement, on ne va pas lui dire, mais on garde le secret, mais nous savons, nous apprenons, cela nous confirme que les êtres humains appartiennent à la très grande et respectable famille des vertébrés. Euh, alors, malgré certains professeurs qui vous diront que des élèves sont des mollusques, eh bien, c'est une blague, car les êtres humains n'appartiennent pas à la famille des mollusques, mais des vertébrés, avec cette colonne vertébrale, les deux membres supérieurs, les membres inférieurs, les 5 doigts, nous appartenons aux vertébrés. Et puis, s'il va continuer sa recherche, il va trouver du reptile, parce qu'à un moment donné, ben, voilà, nous appartenons à la lignée de certains reptiles. Et puis, si on continue, on va voir quelque chose que nous connaissons mieux déjà, ce sont les mammifères. Et effectivement, il n'est pas question d'aller prétendre que les hommes sont des ovipares. Hein, nous appartenons à cette lignée des mammifères et c'est inscrit dans mon ADN. Tout ça, les archives de tout cela est dans mon ADN puisqu'il faut que, étant donné que j'appartiens, même si je suis au sommet de la lignée des vertébrés, des autres, puis des mammifères, et ainsi de suite, il faut bien qu'il y ait en moi les plans pour construire un vertébré supérieur. Voilà. Alors on avance comme ça, et puis au bout d'un moment, il trouve des grands primates. Voilà.
Et là, il en a un peu marre, c'est la fin de la journée, il est fatigué, et il nous dit, bon voilà, je pense que c'est un primate ou un descendant de grands primates. Votre goutte de sang pourrait appartenir à un chimpanzé. Bon, alors on a envie de lui dire, attendez, soyez sympa, continuez de creuser parce que là vous êtes presque au but. Enfin, est-ce que vous nous confirmez que c'est un chimpanzé? Est-ce que vous allez plus loin? Allez, on lui offre un café et puis le gars repart. Et on a bien fait parce que il revient tout content. Il dit, écoutez, oui, ça y est, j'ai trouvé, c'est un être humain, sapiens. Voilà, je pouvais pas le voir tout de suite parce que de fait, les chimpanzés partagent 98% du message génétique des êtres humains, sapiens, les hommes d'aujourd'hui, les hommes et femmes d'aujourd'hui. Donc, c'était pas facile. 98%, nous partageons le même ADN que les chimpanzés. Vous voyez, alors, revenons à l'époque de Darwin. Ses amis ont essayé de faire une campagne phénoménale par rapport aux singes pour essayer de démontrer, pour embêter les monothéistes, que les singes, les chimpanzés étaient nos ancêtres, que nous descendions des chimpanzés, etc., etc. Il s'est trompé. Le tiroir des réponses nous dit que non, les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres. Les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres. Mais, en revanche, une information qu'il faut absolument prendre en compte, parce que celle-là, elle est vérifiée et vérifiable, les chimpanzés sont nos cousins. Alors vous savez que pour être cousin, il faut avoir un grand-père ou une grand-mère commune, plus ou moins éloignés. Si c'est proche, ben, on sera cousin germain, ou de plus en plus éloigné, bref. Alors, notre cousinage avec les chimpanzés, d'après les recherches actuelles, mais elles vont s'améliorer, nous disent que les chimpanzés, notre grand-père ou notre grand-mère commune, remonte à 7 millions d'années. Il y a 7 millions d'années, il y a un couple là, dont un des descendants donnera les chimpanzés actuels, modernes, peut-être les bonobos aussi, et de l'autre côté, les êtres humains. Bon. Et ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça, ben c'est comme ça. C'est comme ça, et ça se voit non seulement dans mon ADN, mais ça se voit aussi dans la structure de mon cerveau, de votre cerveau, puisque nos cerveaux sont construits par étape-étage, et une nouvelle étape-étage n'abolit pas les précédentes. Autrement dit, c'est comme un phare ou comme un immeuble qui se construit, voilà, ou c'est comme, on pourrait dire aussi comme la basilique, certaines basiliques en Orient, ou même en Occident d'ailleurs, mais en tout cas, je pense à Nazareth, où on voit dans la basilique de Nazareth, voilà, la grande basilique récente, moderne, hein, qui vient coiffer, qui vient comme couronner les traces d'une plus ancienne basilique, et puis il y a celle des croisés, et puis qui a à l'intérieur de la basilique des croisés, il y a encore une plus petite qui est la basilique byzantine, et puis à l'intérieur de l'ancienne basilique byzantine, on voit les traces de ce qui pouvait être la chapelle première qui a été construite pour se souvenir de cet endroit où Marie aurait vécu. Vous voyez, donc ça c'est construit sans abolir entièrement ce qui précède. Il n'y a pas que des ruines, hein. On voit les traces. Et avec notre cerveau, c'est pareil. Ce qu'on appelle le cerveau reptilien ou l'hypothalamus, eh bien, il emmagasine des programmations dont j'ai hérité, qui servaient à régler, organiser le mode de vie de mes ancêtres qui étaient des animaux. Vous voyez. Bon, alors on aime ou on n'aime pas. Moi, je crois qu'il faut se faire à cette idée. D'ailleurs, elle n'est pas déplaisante. Elle explique beaucoup de choses aussi sur le comportement des êtres humains. On aura l'occasion d'en reparler. On parlera des programmations animales. Mais vous voyez, c'est quand même c'est à prendre en compte parce que si on le refuse, c'est comme si on refusait le réel. Vous voyez, voilà. Il n'y a pas uniquement la preuve par l'ADN, mais il y a également la preuve par le cerveau que nous, les êtres humains, eh bien, nous sommes le résultat, non pas nous ne descendons pas, mais nous montons. C'est plutôt une montée, et de toute façon,
découvre, dans le tiroir des réponses là, et des connaissances, on découvre que la vie ne s'est jamais arrêtée depuis son commencement, il y a un peu moins de 4 milliards d'années, unicellulaire, donc grossie des milieux de fois, une seule cellule, sans noyau, pendant entre 3,8 et 2,8 milliards d'années. Pendant 1 milliard d'années, c'est resté comme ça, des multitudes de cellules toutes simples, sans noyau, mais qui étaient déjà des usines à gaz, qui étaient déjà des ordinateurs, puisque ces simples cellules, on sait qu'elles étaient capables de, de ce dont est capable le vivant, c'est-à-dire avoir une naissance, une mort, capable de se reproduire. À l'époque, c'est la duplication cellulaire, est capable, devant se nourrir, prendre, capter des choses de l'extérieur, et pour finir, le sommet peut-être capable de se cicatriser si elle n'est pas trop abîmée. Voilà. Et cette vie, qui ensuite a commencé à grandir, à augmenter de façon exponentielle, pour aller dans différentes directions, mais notamment en direction de l'encéphale humain, hein, des cerveaux de plus en plus gros, eh bien, c'est une énigme, cette vie. Elle n'a pas été interrompue. Il y a eu des moments très périlleux et très dangereux, je crois, sur la planète Terre pour que la vie s'éteigne, mais elle a toujours réussi à ressurgir. Voilà. Et si vous, dans un être humain, eh bien, vous pouvez reconnaître toutes les étapes, toutes les archives qui ont amené jusqu'à lui. De même, c'est valable pour n'importe quelle espèce animale ou végétale. On peut retrouver le parcours pour arriver jusqu'à lui, me semble-t-il. Bon. Voilà. Alors, on pourrait dire 2% de différence avec les chimpanzés ou les bonobos, c'est pas tellement. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Alors, j'imagine hein, que les chiffres, comme d'habitude, vont se préciser. Moi, je ne suis pas scientifique, hein, je dois juste tenir compte. D'ailleurs, beaucoup aidé par le philosophe Claude Tresmontant, hein, qui était un des premiers à avoir, peut-être le premier à avoir observé ces choses-là en allant, comme Aristote, faire des expériences, sauf qu'au XXe siècle, on ne fait plus soi-même des expériences, mais on va plutôt questionner les scientifiques qui les font. Et voilà, Claude Tresmontant a pris sa valise, est allé voir différents scientifiques pour les questionner et essayer d'élaborer une philosophie à partir du réel, comme l'a fait son ancêtre Aristote. Bon, il y en a d'autres qui ont fait ça, il y a, notamment beaucoup en Angleterre, mais bon. Et on arrive à des choses très intéressantes parce qu'on part du réel et on essaye de comprendre le réel, de réfléchir, de philosopher à partir du réel. Bien, alors, nous continuerons la prochaine fois, peut-être en faisant une petite révision sur les langages de la vie pour voir si le hasard est capable, bien sûr le hasard est capable de beaucoup de choses. Une fois, si vous voulez, que le système est mis en place, hein, de 2 langages et d'un traducteur, hein, ce qu'on avait vu la dernière fois, une fois que ce système est mis en place, comme viennent de le découvrir il y a 11 ans, viennent de l'étudier les gens qui ont eu le prix Nobel de chimie, hein, Ada Yonath, Venkatraman Ramakrishnan et Thomas States, hein, 2 Américains et une Israélienne, qui ont travaillé des années sur ce sujet, comment fonctionne le traducteur entre les 2 langages, celui de l'ADN et celui des protéines. Et rien que le titre nous montre, vous voyez, quelque chose que Darwin aurait rêvé de savoir, et qu'il ignorait complètement à son époque, de ce qui l'a conduit à un peu se tromper sur certains sujets, mais on ne peut pas lui en vouloir. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que pour que la vie existe est extrêmement complexe, il faut que soit inventé et mis en place 2 langages et un traducteur. Et ça, bien, on cherche l'intelligence qui a pu faire ça parce qu'on voit bien qu'il faut de l'intelligence, un peu comme pour nos statues de sable tout à l'heure, mais même beaucoup plus, puisque dès les premières formes de vie, c'est déjà ce système qui fonctionne, nous disent les scientifiques actuels, les biologistes et les chimistes. Il semblerait actuellement, on a le sentiment, on a l'impression que ce système des 2 langages et du traducteur, qui est un système carrément génial, n'a pas évolué depuis le début, c'est-à-dire depuis presque 4 milliards d'années.
il fallait qu'il soit là pour faire les premiers monocellulaires. Et c'est le même système qui fait un être humain avec 200 milliards de neurones voilà, dans son système. Alors, qu'est-ce qui a changé? Quelle différence y a-t-il entre le monocellulaire qui est là et l'être humain qui est en face de vous? Et pour passer de une cellule à 200 milliards de cellules nerveuses qu'on appelle neurones, capables de penser, de réfléchir, de conscience, de liberté, de volonté. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas le système de fabrication, ce n'est pas l'usine. L'usine, c'est la même, nous disent les scientifiques. Ce qui a changé, c'est le contenu de l'information dans les messages génétiques. C'est ça qui a changé. Vous voyez, en 4 milliards d'années, les messages sont devenus de plus en plus riches en informations. Et c'est cette richesse en information qui va faire l'organisme vivant dont il est question. Et sans message génétique, sans message ADN, sans information, il n'y a rien. Voilà. Il n'y aura rien, d'autant plus qu'il y a une loi de la nature dont on parlera un peu plus tard, qui s'appelle le second principe de la thermodynamique, ou l'entropie. Cette loi nous apprend, de même que la gravitation universelle nous apprend que voilà, tous les corps s'attirent et donc les choses en apparence tombent, les choses tombent, eh bien, ce second principe de la thermodynamique nous apprend que tout s'use inexorablement et que, vous savez, c'est un peu mignonne, allons voir si la rose de Ronsard, hein, la rose qui va fleurir et puis qui le soir est fanée et morte. Eh bien, ça, ce n'est pas à la suite, comme disent certains courants religieux, ce n'est pas à la suite d'une punition, c'est pas à la suite d'être chassé du paradis, mais c'est tout simplement une loi de la nature ordinaire et habituelle, bien connue maintenant depuis le milieu du 19e siècle par les scientifiques, et on aura l'occasion d'en parler dans quelques temps. Alors, avant de se quitter, pour ceux qui me demandent, nos premiers épisodes se sont pas mal basés sur le début de l'enquête. Hein, par exemple, là, qu'on retrouve dans ce premier album, le 1 des indispensables, le mystère du soleil froid. Vous voyez, on retrouve les civilisations surprises par le petit peuple hébreu. Et je vous signale, pour ceux qui, en plus, en ce temps de confinement, voudraient apprendre l'anglais, que cet album existe également en version anglaise, à l'intérieur, tout. Enfin, ça a été une demande des Philippines, une traduction pour les gens aux Philippines, et on le trouve en m'envoyant un mail ou dans certaines librairies si vous le commandez. En principe, si vous le commandez, vous l'aurez. Voilà, on verra les autres albums une autre fois. En tout cas, merci de transmettre si ça vous a plu. On se retrouve demain à 14 heures ou alors maintenant sur YouTube, puisque j'ai pu réussir par miracle à récupérer les vidéos et les transférer sur YouTube sous le nom Les Indispensables, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Alors, j'ai pas encore mis le 1 et le 2 parce que c'était trop mauvaise techniquement. Je les referai avec vous ou sans vous et on les verra mieux. Mais vous trouvez déjà la 4, la 5 et bientôt celle-ci, la 6. Voilà, on vous dit à demain et portez-vous bien surtout. Restez chez vous et lavez-vous les mains. Soyez prudents. Allez, bonne journée, bon après-midi. Ciao.